Europe Matin, Patrick Cohen. À la une ce matin, un coup de frein pour les voitures autonomes. Uber suspend ses tests après la mort d'un piéton, une femme qui traversait en dehors des clous, tuée par un véhicule en mode automatique en Arizona. À Paris, les transports pourraient-ils être totalement gratuits? Bus, métro, RER. Idée qu'Anne Hidalgo va mettre à l'étude, nous dira Daniel Fortin. Le contrôle des chômeurs renforcé. Le gouvernement dévoile son nouveau barème des sanctions. Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, viendra s'en expliquer dans un quart d'heure sur Europe 1. Dans ce journal, la ville de Roubaix qui tente de se repeuplée avec des maisons mises en vente à 1 €. C'est l'enquête du 8h avec Carole Ferry. L'Assemblée des évêques de France qui fera le bilan de sa lutte contre la pédophilie. Emmanuel Macron attendu aujourd'hui à l'Académie française. Et un cold case qui ressurgit, l'affaire de Bruay en Artois. Le meurtre de Brigitte Devèvre en 72 pour lequel un ex-policier affirme avoir identifié un suspect. Sans conducteur et sans contrôle, c'est la limite de la voiture autonome, souvent présentée comme l'avenir des transports et pour laquelle les plus grands groupes constructeurs équipementiers investissent des milliards de dollars. Mais voilà, rien ne vaut un œil humain attentif. Il y avait déjà eu un mort en 2016 à bord d'une Tesla en mode autopilote. Cette fois, c'est un véhicule Uber tel qu'il est testé dans plusieurs villes américaines qui a montré qu'il était faillible. Martin Fenot. Le véhicule était en mode autonome au moment de l'accident. Il roule alors dans les rues de Tempe, en Arizona. Comme la loi l'exige, un homme occupe le siège conducteur pour reprendre le contrôle en cas de situation dangereuse. Mais à 22h, une femme traverse la rue en dehors du passage piéton. Percutée par la voiture, elle est transportée à l'hôpital où elle décède. Éric Perrin-Pelletier dirige l'Institut de recherche technologique Systemix qui travaille sur la sécurité des voitures autonomes. Selon lui, la technologie n'est pas encore au point, notamment en agglomération. Dans une ville, il y a des travaux, il y a des marquages en surabondance ou en sous-abondance ou qui ont été effacés. Vous avez des comportements plus surprenants que sur une autoroute où tout le monde roule déjà à peu près à la même vitesse et suit sa file. Donc le référentiel de la ville est très complexe. Après cet accident, Uber a communiqué sur les réseaux sociaux. La société exprime ses condoléances et annonce la suspension des essais de voitures autonomes testés par centaines depuis plus d'1 an à Tempe, mais aussi Pittsburgh, San Francisco, Phoenix et Toronto. Martin Fenot. À Paris, des transports en commun totalement gratuits. La maire Anne Hidalgo annonce la mise à l'étude de cette idée, Daniel Fortin, idée qui vise encore une fois à faire baisser la circulation automobile. Oui, et ce sera évidemment un sujet sensible. Aucune capitale au monde n'est allée si loin, à part Tallinn en Estonie. Il faut aussi mentionner l'expérience que vont mener 5 villes allemandes dans ce domaine. Incontestablement, Anne Hidalgo surfe sur une tendance qui est de réduire la pollution dans les villes en diminuant la circulation des voitures. La gratuité des transports est un moyen, parmi d'autres, d'y arriver. Mais comment financer une telle décision? C'est cette question que la maire de Paris veut mettre à l'étude. Et justement, une telle décision est-elle économiquement raisonnable? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'à la fin, il faudra bien que quelqu'un paye, la RATP ou la SNCF. Pour l'instant, en Ile-de-France, ce sont les entreprises qui assurent la majorité des recettes via une taxe transport et le remboursement d'une partie du pass Navigo de leurs salariés. Les particuliers, eux, payent moins de 30% du total. Alors, si la gratuité est décidée, ce sont ces 30% qui disparaîtront, qu'il faudra donc compenser. Le jeu en vaut-il la chandelle? La mesure sera-t-elle efficace? C'est un débat évidemment loin d'être tranché. Daniel Fortin des Échos, merci. Il est sans conteste le plus anglophone des présidents français, mais il sera le premier chef d'État en exercice à s'exprimer devant l'Académie française. Emmanuel Macron va y parler de francophonie. Il annoncera des mesures pour le développement de la langue française. Et pourtant, William Galibert. À longueur de discours, Emmanuel Macron présente la France comme une start-up nation. Il vante aussi en version originale les nouvelles technologies, les green tech, les clean tech, la silver economy, le crowdfunding. Le franglais fait bien partie de la rhétorique macronienne, mais sous la coupole entourée d'immortels. Le chef de l'État va se tenir à une langue plus académique. Le message du jeune président polyglotte séduit peut-être les rois de l'économie à Davos ou les grands patrons réunis à Versailles. Il aurait de quoi choquer un tantinet les gardiens de la langue française. Emmanuel Macron l'assume pourtant totalement. Je n'hésite jamais à m'exprimer à la fois en français et également en anglais lorsque ce sont sur des scènes internationales devant des milieux d'affaires, parce que je pense que ça renforce la francophonie. De montrer que ça n'est pas une langue enclavée, mais une langue qui s'inscrit dans le plurilinguisme. Et donc je considère que c'est la bonne grammaire pour défendre le français partout sur les enceintes internationales, et je ne fais pas partie des défenseurs grincheux. Une trentaine de mesures seront annoncées tout à l'heure pour renforcer l'enseignement du français, notamment en Afrique. Mais les moyens dédiés seront-ils en accord avec les ambitions présidentielles? Les spécialistes attendent le détail du plan d'action avant de dire qu'en matière de langue,
France is back. William Galibert, Emmanuel Macron qui a félicité Vladimir Poutine du bout des lèvres après sa réélection, comme la plupart des dirigeants occidentaux, mais toujours aucune réaction à Washington. En Syrie, une école de la Ghouta transformée en abri a été bombardée par des avions du régime de Bachar el-Assad. Bilan 17 morts, 2 femmes et 15 enfants. Et puis escalade verbale au Proche-Orient alors que l'administration Trump doit présenter son plan de paix. Le président palestinien Mahmoud Abbas traite l'ambassadeur américain en Israël de fils de chien. Washington demande des excuses. Europe 1, il est 8h05. À Lourdes, assemblée plénière des évêques de France jusqu'à vendredi où il sera question notamment de lutte contre la pédophilie. 2 ans après l'éclatement au grand jour de plusieurs affaires qui avaient conduit l'Église à mettre en place des dispositifs d'alerte. Qu'en est-il donc 2 ans plus tard? L'épiscopat parle d'un chantier au long cours. Mais pour les victimes, ça ne va pas assez vite. Théo Manval. Des cours sur la vie affective, dans la formation des prêtres, des cellules d'écoute pour les victimes dans 70 diocèses. Depuis 2 ans, la conférence des évêques a même créé une cellule nationale de lutte contre la pédophilie, dirigée par Monseigneur Crépy. On a eu 370 dénonciations de victimes. Quand une victime vient dénoncer un abus sexuel, l'évêque invite à porter plainte. Si la victime ne porte pas plainte, l'évêque est tenu à faire un signalement auprès du procureur de la République. Et l'affaire est traitée. Et ce qui est très important parce que pendant longtemps, les affaires n'étaient pas suivies au niveau de la justice. Tout ça, c'est bien, mais pas suffisant, répondent certaines associations de victimes comme La Parole Libérée. Elle a remis en janvier un rapport aux évêques avec plusieurs demandes. L'indemnisation des victimes par l'Église, comme en Allemagne, ou encore la tenue des procès canoniques hors de la région d'exercice d'un prêtre mis en cause. Mais depuis, pas de nouvelles, déplore le président de La Parole Libérée, François Deveau. On veut une remise en question, mais de fond. Depuis 2016, ce sont vraiment des mesures de surface. L'Église ne reconnaît pas sa responsabilité morale. Ils sont très refermés sur eux-mêmes. Plusieurs victimes souhaitaient pouvoir s'exprimer devant les évêques d'ici vendredi. L'épiscopat préfère diffuser des témoignages enregistrés. Théo Manval, dans la Meuse, 2 opposants au projet d'enfouissement de déchets nucléaires à Bure incarcérés après leur condamnation à 3 mois de prison ferme. L'un pour violence, il aurait jeté sur les gendarmes un bidon d'essence enflammé. L'autre, une femme pour avoir lancé des pierres sur des employés. Les incidents s'étaient produits lors de l'évacuation du site le 22 février dernier. 8h08, la suite du journal avec Patrick Cohen. Des quartiers qui se dépeuplent, des pâtés de maisons à l'abandon. Nous sommes à Roubaix, dans la métropole lilloise, ville qui veut attirer des familles en bradant plusieurs habitations. 17 maisons vendues à 1 €. Les candidats pourront déposer leur dossier à partir de demain. C'est l'enquête de 8h. Bonjour Carole Ferry. Bonjour. Vous avez pu découvrir quelques-unes de ces maisons en avant-première. Je vous emmène tout d'abord dans le quartier du Pile. Vous voyez la rue reconstituée dans Bienvenue chez les Ch'tis ? Eh bien ça ressemble beaucoup à ça. Rue étroite, alignement de petites maisons en briques rouges, toutes de la même taille. Vous êtes ici dans une ancienne cité ouvrière. L'une d'elles est donc à vendre à 1 €, 60 mètres carrés avec un petit jardin à l'arrière. Depuis la crise industrielle, ce quartier comme d'autres se vide. Les maisons sont murées pour éviter les squats, d'où la volonté de la mairie d'attirer de nouveaux propriétaires, selon l'adjointe en charge du logement, Milouda Alla. Ici, le quartier, c'est un peu comme une problématique qu'on a dans d'autres quartiers de Roubaix, où on a effectivement 2, 3, 4, 5, parfois 10 maisons murées dans une rue, qui ne qualifient pas la rue, qui la dégradent et qui dégradent aussi la qualité de vie de certains habitants. L'idée, donc, c'est de redynamiser des pans de rue, de retrouver de la vie. Et les autres maisons sont un peu partout dans Roubaix, souvent, il faut le dire, dans des quartiers difficiles. Les 17 maisons se ressemblent toutes ? Pas du tout, ça va de la petite maison ouvrière à la grande maison bourgeoise, 150 mètres carrés, un studio dans le jardin. Vous pouvez les voir d'ailleurs sur le site internet europe1.fr. Vous verrez, il y a quand même beaucoup de travaux et du coup les avis sont partagés à la sortie de l'école juste à côté. Vous choisissez pas le quartier. Parce que le quartier de la maison à 1 €, c'est un quartier déjà qui est mal famé, et c'est le quartier les plus pourris de Roubaix. Vous avez 80 000 € à mettre dans une maison. Vous choisirez quel quartier? Le quartier que vous aimez bien, voilà. Moi, ça me fait plaisir parce que ces maisons doivent être habilitées, puis ça va repeupler notre ville, et puis du coup, ça va relancer les commerces, les écoles, puis ça va relancer une joie de vivre qu'on avait dans le temps quand j'étais jeune, en fait. Beaucoup de travaux, donc, ce ne sont pas vraiment des maisons à 1 €, Carole. Hein. Écoutez, c'est pour ça aussi qu'elles sont vendues à ce prix-là. Il faut prévoir entre 50 et 150 000 € de travaux. Il faut prouver en déposant votre dossier d'ici la fin du mois de mai que vous avez les moyens de les financer. Autre condition obligatoire, il faut acheter pour la première fois, s'engager à rester 6 ans. Après, le choix se fera par un système de points. Si vous habitez à Roubaix, 5 points. Dans le sud, 1 point. Même chose si vous travaillez sur place ou plus loin. Si vous êtes une famille, 5 points. Tout seul, 1 point, etc. Et alors, est-ce que ça marche ? Est-ce qu'il
y a eu déjà des initiatives de ce type. Alors ça s'est déjà fait à l'étranger, en Grande-Bretagne, à Liverpool, en Sicile, en Sardaigne, mais c'est une première en France. D'autres y réfléchissent, la ville de Thouars par exemple, dans les Deux-Sèvres. Ce qui se fait beaucoup en revanche en France, c'est la vente de terrain à 1 € le mètre carré. Alors est-ce que ça marche ? Eh bien l'objectif est souvent d'attirer des familles dans les villages qui risquent de perdre leur école. Et le bilan est mitigé. Là où il y a du travail, les familles restent. Et sinon, elles repartent. Enquête du 8h signée Carole Ferry. Merci beaucoup. Retour à présent à Bruay-en-Artois. Retour vers le passé forcément puisque la ville n'existe plus. Elle a été rebaptisée Bruay-la-Bussière. Mais c'est là qu'en avril 72, le notaire de la ville avait été accusé du meurtre d'une adolescente, fille de mineur, retrouvée dénudée dans un terrain vague. Sur Europe 1 à l'époque, Alain Escoubet. C'est un notaire, Pierre Leroy, grand, fort, pas très détendu mais pas trop abattu, inculpé en tout cas de l'assassinat d'une jeune fille de 16 ans, Brigitte Devèvre, sans preuve, mais sur de lourdes présomptions. Suspect innocenté ensuite, le dossier a été classé sans suite en 2005. Le crime prescrit. Pour la justice, le meurtre de Brigitte Devèvre n'aura jamais de coupable, mais il y aura peut-être à nouveau un suspect. C'est un ancien policier originaire de Bruay qui affirme avoir identifié le meurtrier après 3 ans d'enquête. Lionel Gougelot. C'est la publication l'an dernier d'un premier livre enquête qui a suscité un témoignage déterminant. Après des années de recherche, des dizaines de personnes rencontrées, Daniel Bourdon, l'ancien flic, est convaincu à 90% d'avoir identifié l'auteur du meurtre de Brigitte Devèvre. Un homme toujours en vie qui habite dans le Midi. Daniel Bourdon ne livre pas son identité pour des raisons juridiques. Il tient simplement à faire savoir à cet homme que quelqu'un sait. C'est son ex-femme qui a décidé de le balancer, sans doute pour soulager sa conscience. Donc j'ai réussi à localiser la personne. Je dois prendre d'extrêmes précautions pour continuer, voir si je peux l'aborder d'une façon ou d'une autre, le confondre, mais de toute façon l'affaire étant prescrite, ça sera une affaire entre lui et moi ou sa conscience, je ne sais pas, on va voir. Déjà qu'il sache que je le sais, c'est déjà important. Enfin, je pense qu'il va peut-être pas réagir parce que justement, réagir, ça veut dire que ça le rendra coupable, peut-être. Parce que s'il se reconnaît, ça veut dire qu'il est quand même impliqué. Car depuis la prescription en 2005, le suspect ne risque plus d'être poursuivi, mais Daniel Bourdon en est convaincu. Le vernis est en train de craquer et ces révélations entraîneront d'autres témoignages qui permettront sans doute de faire enfin la lumière sur le meurtre de Brigitte Devèvre. Lille, Lionel Gougelot, Europe 1. Europe 1.